Bonjour à toutes et à tous, à vous qui êtes présents ici physiquement, ainsi que pour ceux qui nous suivent en direct en ligne ou en replay, pour cette table ronde dédiée à la pratique de la montagne au quotidien et notamment sur la question des équipements adaptés, maîtrisés et inclusifs. Nous avons la chance pour cet échange d'accueillir Marie-Noëlle Fleury, qui est vice-présidente de l'ANDES, l'Association nationale des élus en charge du sport, et qui est également élue à Chamonix. Gaël Rastou, donc, qui est DTNA pour la FFME, la Fédération française de la montagne et de l'escalade. Jérôme Camp, qui est également avec nous, président de la commission montagne de l'Union Sport et Cycle, et qui est également le PDG du groupe Cara et qui siège au nom de Sport 2000 à l'USC. Et également Yann Pesando, président du syndicat national des patinoires et qui est également responsable de la grande patinoire de Méribel, si je ne me trompe pas. Bonjour à toutes et à tous. On a sur cette thématique des équipements plusieurs sujets, plusieurs défis qui vont même au-delà des défis auxquels la montagne de manière plus générale est confrontée. On a un défi lié à l'historique du déploiement des équipements dans notre pays avec pour une grande partie d'entre eux qui ont été construits dans les années 70-80 et une vétusté à laquelle il faut répondre pour les uns et pour les autres dans un contexte de finances publiques tendues. C'est un défi auquel on est confronté. Il y a une crise de modèle de la montagne aussi qui impose de réfléchir des nouvelles manières d'utiliser les équipements, de les faire vivre, de travailler sur la multi-activité, de travailler sur la multi-saisonnalité. C'est des défis qui se posent à la fois aux fédérations et leurs clubs, aux gestionnaires, aux délégataires, et tout le monde doit se saisir de ces enjeux-là. Et enfin, un défi qui dépasse les infrastructures elles-mêmes, qui est lié à l'évolution des pratiques, à l'évolution des activités, à l'évolution des attentes, notamment des attentes citoyennes autour du sport santé, autour de l'accueil des personnes en situation de handicap, autour d'un meilleur accueil et une meilleure parité dans l'usage des infrastructures sportives. Et donc on va pouvoir aborder ces différents éléments-là tous ensemble. Et pour commencer, je vais me tourner vers vous, Marie-Noëlle, peut-être pour faire un premier état des lieux de comment est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous, en tant qu'élu local, en tant que représentante dans une association d'élus, comment ces problématiques se posent à vous? Bonjour et merci. Alors, effectivement, les collectivités territoriales sont détentrices de 85% des installations sportives, ce qui est énorme. Et vu le contexte actuel et même le contexte précédent, il est difficile qu'elles soient optimum pour une pratique. Alors, on a un gros problème de vétusté, on a un problème de rénovation, de construction encore plus. Et il est difficile de trouver l'effet levier pour avoir nombre de subventions pour pouvoir permettre à tout un chacun de venir pratiquer. Donc, on essaye de s'orienter vers certaines thématiques. Actuellement, on prône surtout un défaut qu'on constate au niveau des piscines et du savoir nager. Le savoir nager, c'est primordial. On voit chaque été le nombre de noyades. Et par rapport à ça, il faut absolument qu'on mette en place un fond bleu qu'on prône donc. Par ailleurs, on va aussi sur une thématique qui est celle du gymnase 3S, 3 sobriétés, pour essayer de faire une petite... je donne tout de suite les solutions au-delà du diagnostic. On y reviendra un peu plus en Voilà. détail sur le gymnase 3S. Voilà, petite structure la moins coûteuse possible. Et puis, on essaye effectivement aussi d'associer différentes pratiques. Alors sur Chamonix, on a le projet d'une patinoire et d'un mur d'escalade. Les patinoires peuvent aussi permettre de l'animation de beaucoup d'autres disciplines, événements, etc. Et peuvent devenir des vrais centres sportifs au sein d'une collectivité. Voilà, on essaye donc de réfléchir face à ce constat qu'on ne peut pas actuellement faire ce qu'il serait nécessaire. Et peut-être, en tant qu'élu local, comment est-ce que vous vivez la relation au service de l'État sur ces sujets-là, puisque vous avez parlé de subventions tout à l'heure. Comment est-ce que, finalement, quelles sont vos attentes? Est-ce que vous êtes entendu? Alors, l'ANDES, je vais l'expliquer tout de suite, l'Association nationale des élus en charge du sport, a 28 ans d'existence.
Ce sont des élus qui ont dit il faut qu'on se rassemble pour être entendus, justement. Nous avons 9000 collectivités qui sont adhérentes et nous prenons en compte l'ensemble des préoccupations territoriales et nous allons vers le ministère, vers toutes les infrastructures nationales pour leur porter la parole et l'attente. Alors, nous sommes entendus, nous sommes actuellement incontournables dans le panorama sportif. Malgré tout, face au contexte, vous avez peut-être vu qu'on arborait un 1% budget de l'État qu'on souhaite. 1%, ça paraît vraiment faible. Actuellement, on avait 0,23 il y a peu de temps, on est passé à 0,15, maintenant on est à 0,13. Nous sommes le ministère qui a le plus baissé, qui est l'avant-dernier, on va dire. Et nous avons par contre vu qu'il y avait un mouvement sportif à mobiliser avec l'ensemble des sportifs de haut niveau, avec l'ensemble des acteurs, le sport santé, vous l'avez cité. Et nous avons vu également qu'il y avait 18 ministères qui ont une ligne budget sport. Voilà, donc on va essayer d'être malin pour essayer de voir comment on peut s'organiser tous ensemble pour quand même arriver à faire du concret. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers vous, Yann, pour faire une focale sur le monde des patinoires. Peut-être déjà peut-être restituer un petit peu quel est le patrimoine aujourd'hui des équipements de patinoires en France, la philosophie dans laquelle elles ont été construites et comment elles sont utilisées aujourd'hui, et nous dire un petit peu comment est-ce que le syndicat national des patinoires se mobilise sur les enjeux qu'on a pu évoquer, qui font lien avec la vétusté, l'efficacité énergétique, le renouvellement, l'accueil des nouvelles populations. Merci en tout cas pour l'invitation. Effectivement, le parc de patinoires en France, c'est à peu près 145 patinoires en activité sur l'année. On a une forte proportion d'équipements qui sont dans les Alpes, mais pas que. On peut avoir des patinoires dans le nord de la France, dans l'ouest. On est plutôt bien régionalisé. Sur ces équipements, on a effectivement eu différentes phases de construction qui ont été souvent suivies les périodes olympiques, notamment post-68, post-Grenoble. On a eu pas mal de patinoires construites dans les années 70 qui ont maintenant malheureusement un petit peu plus de 50 ans. Et par ailleurs, derrière, une deuxième vague de construction après les Jeux de 92, les Jeux d'Albertville, où là, on a vu arriver quelques patinoires dans les années 95, 2000, pour Grenoble, pour Cholet, des équipements qui ont été construits sur un autre modèle. Effectivement, après, sur l'occupation de ces équipements-là, il faut savoir qu'il y a un modèle français de la patinoire. Oui, il y a un modèle français aujourd'hui qui était plutôt assis sur le modèle de compétition, mais maintenant la tendance est de construire des équipements le plus polyvalent possible avec un format double piste qui permet un usage grand public, éducatif, accessible au plus grand nombre, tout en maintenant une pratique de compétition dans l'équipement. Il faut savoir que ces équipements sont ouverts toute l'année, la plupart du temps, même s'il y a une forte saisonnalité sur l'hiver. La tendance, effectivement, est d'essayer d'ouvrir malgré les conditions climatiques, même en été, avec des équipements qui sont de plus en plus consommateurs d'énergie, mais qu'on a tendance maintenant à rénover avec les nouvelles technologies, avec une intelligence collective sur la conception de ces équipements-là. Sur cette partie d'occupation, il faut savoir que les patinoires sont saturées en France. On n'en a pas suffisamment dans le territoire. Chaque patinoire, je prends l'exemple de Chamonix, de Grenoble ou d'Angers, sont la plupart du temps ouvertes de 6 h du matin jusqu'à minuit. Les créneaux sont suroccupés. On essaye de garantir à chaque fois de la place pour le grand public, pour des publics qui n'ont pas l'habitude de venir chez nous. Ceci dit, on ne va pas augmenter les mètres carrés de glace aujourd'hui, et c'est pour cela qu'on essaye d'avoir à un moment donné un plan patinoire, un plan d'équipement qui, je l'espère, va pouvoir nous permettre d'être un petit peu plus pertinent jusqu'aux Jeux Olympiques de 2030, parce qu'on ne va pas se mentir, avec l'effet jeu, on aura du monde et je ne sais pas comment on va pouvoir les accueillir. On va y revenir puisque vous parliez de 68, de 92 et des effets de levier qu'il y avait pu avoir. Il y a un enjeu d'héritage et d'anticipation sur les Jeux à venir. Jérôme, je me tourne vers vous. Alors vous représentez les industriels de la filière, enfin industriels, équipementiers, distributeurs sur les sports de glisse et de cycle. Vous assistez déjà à des évolutions, vous êtes déjà en adaptation. Et vous en parliez récemment, puisque vous avez sorti avec l'USC un manifeste aujourd'hui même. Il n'y a pas
que les infrastructures à proprement sportives pour faire vivre la montagne. Il y a aussi toute une série d'infrastructures, l'hébergement, le transport. Comment est-ce que ces sujets-là, finalement, vont impacter votre capacité à vous développer, à créer de l'emploi et à renforcer le tissu économique? Merci pour votre invitation. Bonsoir à toutes et à tous. Alors peut-être pour revenir sur l'Union des entreprises du sport et cycle. Donc aujourd'hui, l'activité du Collège 4 qui représente l'activité saisonnière en montagne, on est 1400 magasins de sport. On a à peu près 8000 salariés. On a aussi une cinquantaine d'industriels, des grandes marques aussi qui emploient. On représente en poids économique à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, ce sujet nous préoccupe. En montagne, aujourd'hui, la réflexion, elle est plutôt sur l'accompagnement et de pouvoir recevoir nos emplois saisonniers. On a une problématique donc, sur l'hébergement. Donc aujourd'hui, l'hébergement saisonnier est un point majeur qu'il faut qu'on puisse régler et traiter en collaboration, bien entendu, avec les collectivités. Ça, c'est un point. Et après, le deuxième point que vous avez évoqué, comme on est en train de dire, c'est un peu de réfléchir à désaisonnaliser notre saison un peu d'hiver. Alors déjà, peut-être de travailler plus fortement sur les ailes de saison, les débuts et fins de saison, et surtout de mettre en application maintenant la diversification, j'allais dire, avec la saison d'été. Alors on va avoir du mal à parler de 4 saisons. Déjà, on se dit, faisons comme il faut les 2 saisons, c'est-à-dire de bien remplir notre hiver et notre été. Et aujourd'hui, donc, on a des activités novatrices qu'on a en montagne. On voit qu'il y a beaucoup de trails qui se réalisent dans beaucoup d'événements, beaucoup de manifestations auprès de toutes ces stations-là. Donc pour nous, c'est une activité qui prend de la place dans nos magasins. Le vélo, sur toute activité VTT, le vélo assistante électrique. Donc on a des sujets qu'on doit traiter aujourd'hui pour nous permettre justement de pouvoir compléter toute cette diversification. Sachant que on a encore des ratios extrêmement forts en termes de chiffre d'affaires, de dépendance à la saison d'hiver à proprement parler. On parlait de 80-20, voire 90-10 pour les stations de haute montagne. Donc on est au début du chemin. Un élément important, vous parliez de votre chiffre d'affaires annuel d'1 milliard d'euros, à mettre au regard de ce que représente l'investissement des JO 2030, qui est de 1,2 milliard d'euros, dont 800 millions d'euros d'argent public. On parle donc de pérenniser des activités qui sont autrement plus importantes dans la durée que simplement cette mise de départ. Merci. Gaël, je me tourne vers vous. Donc vous êtes déjà finalement les représentants d'activités émergentes, en tout cas dans leur ampleur, dans la manière dont les gens s'en saisissent. Il y a de plus en plus de gens qui font de l'escalade en milieu urbain, mais aussi à la montagne. Est-ce que vous, les infrastructures qui sont disponibles, correspondent aux besoins? Est-ce qu'il y a finalement un besoin d'investissement dans les infrastructures? Est-ce que ces défis auxquels les infrastructures historiques sont confrontées, est-ce que ce n'est pas finalement une opportunité pour vos pratiquants et vos clubs? Bien, bonsoir à tous. Ouais, effectivement, c'était une excellente remarque. Nous, les licenciés de la fédération et l'ensemble des pratiquants d'ailleurs, dont on se fait un petit peu le porte-parole, la fédération, c'est 125 000 licenciés, 1000 clubs répartis à travers l'ensemble du territoire. Pour autant, effectivement, les activités de montagne sont aussi une part importante. Et en fait, on a 2 volets. Effectivement, un volet sur lequel les pratiquants et les licenciés utilisent les infrastructures, donc ce qui concerne l'escalade en salle prioritairement. Mais aussi l'escalade indoor, puisque la fédération accompagne aussi les collectivités sur le développement des sites naturels d'escalade, qui est un vecteur touristique important, notamment l'été. Et puis pour les autres activités plus traditionnelles, comme l'alpinisme, le ski de randonnée, etc., on sort un petit peu, là, on est sur le milieu naturel intrinsèque, donc un moins besoin pour cela d'infrastructures et d'équipements. Pour autant, les infrastructures aussi à la fois sportives, on essaye d'accompagner au mieux les collectivités. On est confronté aussi effectivement aux restrictions budgétaires et aux problèmes économiques.
Pour autant, on essaye de favoriser un petit peu l'ancrage de ces structures d'escalade, notamment sur le sport scolaire, notamment sur le sport santé, où on développe effectivement des installations qui sont vraiment adaptées. Et là-dessus, la fédération peut vraiment aider et apporter son concours technique aux collectivités. Vous avez, en préparant, vous me disiez la montagne n'est pas un stade. Ce qui renvoie à beaucoup de problématiques sur l'adaptation, l'inclusion et puis les investissements. Qu'est-ce que vous mettez dans cette notion-là ? Alors effectivement, la montagne n'est pas un stade dans le sens où je pense que, et on est tous d'accord là-dessus, il faut préserver un peu cet environnement et on ne pourra pas dupliquer les sports urbains sans leur faire affront, mais les sports urbains, citadins, ou sur le milieu de la montagne qui est un milieu très fragile et qu'il nous faut préserver. Et ça, on y est très attentif. Il faut que l'on respecte aussi ce milieu, les gens qui y vivent, parce que l'économie de montagne reste très fragile, y compris à travers ces activités sportives, même si effectivement elle constitue une part majeure de l'économie de montagne. Et je suis bien placé pour le savoir, puisque sur un territoire comme les Hautes-Alpes, où je réside, c'est la dynamique essentielle, le tourisme sportif en montagne notamment. Pour autant, on est très attaché aux valeurs et parmi ces valeurs, il y a la sécurité de la pratique. Donc c'est tout un contexte qui est mené à la fois par la fédération, par l'ensemble des professionnels de l'encadrement en montagne. Et ça, je pense qu'il faut que l'ensemble des pratiquants en aient conscience, parce que c'est vraiment un enjeu de société. On reviendra spécifiquement sur ce sujet, mais bien entendu, il faut de la médiation entre les pratiquants et les infrastructures. Et avec la montagne, le sujet est encore plus prégnant. Marie-Noëlle, vous nous parliez de l'initiative. Alors, je sais que vous avez des initiatives avec les uns, avec les autres, un guide pour les élus pour développer une patinoire. On y reviendra. Vous avez également des initiatives avec l'USC. Donc, vous êtes en travail collaboratif. Mais vous nous citiez un exemple plus précis du gymnase 3S. C'est quoi le gymnase 3S et à quoi ça entend répondre ? Alors, comme dit tout à l'heure, c'est 3 sobriétés. Alors, le foncier, la prise en compte des énergies et au niveau financier. En fait, c'est les 3 gros, les 3 grosses prises de considération que doit avoir un territoire. L'idée, c'est de solliciter l'ensemble des personnes qui peuvent concevoir un terrain. C'est un petit peu à l'instar du plan 5000 équipements qui a été renouvelé 2 fois par l'État, même si les derniers subsides n'ont pas encore été et ne seront peut-être pas attribués. Donc ce gymnase 3S, l'idée, c'est de concevoir une enceinte accessible à tout point de vue pour la population, mais aussi dans sa construction, avec des personnes qui puissent nous accompagner pour favoriser la pratique sportive. J'aimerais rebondir par contre sur ce qui a été dit par Gaël Rastou sur la montagne n'est pas un stade, si vous me permettez, c'est non plus pas un parc d'attractions. Et dans la prise en compte du territoire et des habitants, il faut plutôt que venir avec une volonté consumériste, venir avec une découverte de plénitude, de regard, d'appréhension d'un patrimoine, d'une vie, et revenir chez soi avec quelque chose qui nous a sensibilisés chez nous au quotidien. Quand nous sommes garants de ce patrimoine naturel qui nous entoure, et on doit nous-mêmes mettre en valeur ce territoire, sa prise en compte, son respect. Et je crois qu'on sera tous plus forts après en revenant chez soi, et peut-être qu'on aura une meilleure vue aussi de son terrain, de son environnement, même s'il n'est pas montagnard, chez soi. Et donc c'est un petit peu tout ça qui fait peut-être partie d'un nouveau tourisme et d'un échange, d'un regard. J'ai glissé du 3S. Vous avez glissé du 3S, mais c'est pas grave. Peut-être pour faire le lien quand même avec le travail que peut mener l'Andes en partenariat avec les acteurs, peut-être vous pouvez, Yann, revenir sur le guide des patinoires et aussi, puisqu'il y a quelque chose d'assez contre-intuitif à chaque fois quand on est en train de se questionner sur
les nouveaux modèles de montagne, puisqu'on sait tous qu'il y a une crise systémique. Il s'agit d'étendre au maximum la durée d'usage. Et donc, on pourrait se dire, allez, 12 mois de glace dans les patinoires. Vous travaillez autrement et vous avez une autre approche de la complémentarité des saisons, parce qu'on sait bien qu'il y a des mois où sous toiture, il peut faire 40 degrés et il ne s'agit pas d'avoir de la glace. Peut-être sur ces deux sujets-là. Dans un premier temps, toutes les patinoires ne sont pas en montagne. Donc effectivement, particularité de la saisonnalité liée au tourisme, effectivement, en montagne comme à Méribel, Courchevel ou la Clusaz, les patinoires sont ouvertes 12 mois sur 12, tout simplement pour accueillir la clientèle d'hiver et la clientèle d'été. Ensuite, sur les patinoires en dehors des territoires montagnards, la question se pose, évidemment, il fait un peu plus chaud en vallée. Les technologies de l'époque, parce qu'on parle d'équipements qui ont été construits dans les années 70-90, n'étaient pas prévus dans les programmes initiaux, n'étaient pas prévus pour fonctionner 12 mois sur 12. Donc évidemment, on préfère se concentrer sur des saisons plutôt hivernales entre octobre et fin mai, ce qui était la période initiale de fonctionnement de ces équipements, qui permet d'offrir de la glace de qualité dans des conditions d'hygrométrie, des conditions climatiques qui permettent de faire de la glace à moindre coût. Évidemment, quand il fait chaud, il faut trouver d'autres solutions. Maintenant, ce qu'on a cherché à rédiger dans le guide des patinoires avec Landes et EDF, c'était de montrer qu'on était capable de construire des équipements les moins énergivores possibles, qui peuvent fonctionner toute l'année, parce qu'on maîtrise maintenant les technologies de production de froid, on maîtrise les technologies bâtimentaires d'isolation au niveau des patinoires, ce qui permet d'avoir un équipement qui peut fonctionner toute l'année en utilisant les énergies renouvelables, donc évidemment le photovoltaïque, la récupération de chaleur des groupes frigorifiques qui permet de chauffer les installations. Donc voilà, on a tout un tas de systèmes d'automatisation maintenant qui permettent d'être un petit peu plus vertueux et moins consommateurs à l'année. Et qui permettent de mettre en place des modèles économiques équilibrés, puisque c'est aussi un sujet. Vous êtes comme les autres infrastructures, souvent détenues par des collectivités territoriales. Oui. La diversification, ça vous permet d'être rentable. Alors, à l'équilibre. Parler de rentabilité dans un équipement public de cette nature, c'est un peu complexe, même s'il y en a 2 en France qui sont rentables. Maintenant, on a 30 millions d'usagers par an qui viennent dans nos équipements. Donc, c'est des recettes importantes. C'est de l'éducatif, du sportif, du scolaire et du grand public. Ce grand public, il faut l'accueillir dans toutes les conditions possibles, que ce soit des personnes à mobilité réduite, des personnes en recherche d'une pratique sportive. Et évidemment, il faut se donner les moyens pour pouvoir accueillir tout le monde dans ces conditions-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut imaginer maintenant l'avenir de ces équipements, évidemment avec de la polyvalence, c'est-à-dire quand on a une décision politique qui souhaite effectivement fermer l'équipement sur les périodes les plus chaudes, maintenant on a la capacité de transformer une aire de glace en aire de pratique de roller, en aire de pratique de sport indoor. C'est un grand gymnase qui peut être configurable à volonté. On peut faire une salle de concert, on peut faire une salle de crossfit. Et ces équipements-là reprennent du sens en été dans des territoires où il ne sera plus nécessaire de faire de la glace en ces périodes un peu plus chaudes. On a besoin d'être imaginatif, créatif, de s'adapter. Je pense que c'est le cas aussi de vous, vos adhérents que vous représentez. Il y a, alors peut-être pas un nouveau modèle, mais plein de nouveaux modèles qui sont en train d'émerger. Est-ce que vous pouvez nous parler des tendances, de comment est-ce que vos adhérents... Alors, pour ceux qui sont encore en haute montagne ou au-dessus de 2000, on peut se projeter, 2030, 2040. Ceux qui sont un peu plus bas, ça devient plus difficile. Sur les massifs de moyenne montagne, c'est encore un plus grand défi. Comment est-ce qu'on s'adapte? Comment est-ce qu'on travaille des nouveaux modèles? Alors, le modèle, il existe. Si on parle un peu, c'est ce qui a été dit, sur les modèles de moyenne montagne, il y a un avantage majeur aujourd'hui, c'est qu'on est dans un fait sociétal où les gens ont besoin de grands espaces, d'aller chercher le grand air, de dépaysement, de ressourcement. Donc on est en plein cœur du cœur de ces magasins-là, qui eux se rebondissent justement sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur toutes ces activités annexes. On s'est rendu compte d'une chose aujourd'hui, c'est que les saisons chez nous étaient très marquées. On avait des saisons d'hiver qui étaient marquées en nombre de jours d'ouverture et de fermeture, aussi bien l'été. Mais on a des opportunités aujourd'hui. On voit que naturellement, en France, sur des week-ends d'opportunités, comme le mois de mai avec le week-end de l'Ascension et de la Pentecôte, si la météo est au rendez-vous, il y a une forte activité donc, de touristique en station, en montagne. Et du coup, je dirais nos magasins
prennent l'opportunité de rouvrir avec des activités que j'expliquais tout à l'heure, liées à la rando bien entendu, mais il y a tout ce qui est trail, il y a tout ce qui est aussi un peu le running, tout ce qui est le vélo, donc il y a suffisamment d'activités annexes pour pouvoir développer un petit peu plus aujourd'hui des périodes, je dirais, qui sont marquées été-hiver. C'est un peu sur ces aides de saison qu'on va retrouver l'été sur les avant-saisons et les après-saisons, où on peut aller rechercher un peu plus de trafic, un peu plus de business, et au final, de créer des nouveaux profils de magasins qui seront certainement l'avenir de demain. Ce qui amène des nouveaux pratiquants. Vous parliez tout à l'heure du besoin de transmettre les codes de la montagne. Vous avez parlé de la sécurité, il y a le respect de la biodiversité. Comment est-ce que vous, à la fédération, vous saisissez de ces enjeux-là et puis, quel rôle ont les clubs, finalement, dans l'accompagnement de ces nouvelles pratiques ? Alors au sein de la fédération, ça passe essentiellement par la formation, à la fois de la formation de nos licenciés, de nos néo-pratiquants qui découvrent les activités de montagne et on les accompagne sur la découverte du milieu d'abord. Dans toutes nos formations un petit peu initiales, il y a un gros paramètre et un gros sujet sur la découverte du milieu et l'appréhension du milieu. Et je rejoins ce que disait Marie-Noëlle, c'est effectivement la montagne n'est pas un parc d'attractions. Donc lorsqu'on pratique... Quand on vient de la pratique de l'escalade en salle et qu'on veut découvrir l'escalade sur une structure naturelle ou mettre un pied dans le monde de l'alpinisme, effectivement, il faut avoir reçu les bons messages et surtout avoir été formé à la sécurité. Ça, c'est important. Et ensuite, on renouvelle exactement ce même principe de formation lié au milieu sur l'encadrement bénévole. Pour inculquer effectivement toutes ces règles, notamment pour tous nos licenciés qui viennent de l'ensemble du territoire, hors des massifs montagneux, qui viennent passer 15 jours, une semaine, etc., à travers divers stages de découverte. Et on les accompagne de cette manière et bien sûr en s'associant avec l'encadrement professionnel, je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit les guides de haute montagne, les accompagnateurs ou encore les moniteurs de ski. Donc il y a vraiment une synergie commune. Et on essaye de se rapprocher aussi avec les autres fédérations. C'est vraiment une volonté un petit peu écuménique là, d'éduquer et surtout les néo-pratiquants. Si on prend l'exemple du ski de randonnée qui se développe de manière exponentielle, c'est une nouvelle pratique émergente, alors pas pour nous montagnards, mais plutôt pour les citadins qui ont découvert l'activité lors des périodes Covid, mais il faut que ces néo-pratiquants acquièrent effectivement toutes les codes et les règles du jeu, notamment sur les conflits d'usage qui pourraient en résulter lorsqu'ils fréquentent un domaine skiable, par exemple. Alors, tout ça a lieu dans un contexte où la France a été attributaire des Jeux Olympiques d'hiver, dans un délai extrêmement restreint, puisque c'est dans 4 ans. Les défis sont colossaux. Peut-être les uns et les autres nous faire part des attentes que vous avez à la fois vis-à-vis du COJO ou de la Solidéo, des instances qui sont chargées de les organiser, mais plus largement, parce qu'on sait qu'il y a eu des déceptions, on a tous été très fiers à la fois des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques, mais il y a eu des déceptions derrière, puisqu'il y a eu énormément de nouveaux licenciés, mais est-ce que les clubs étaient capables de les accueillir? Est-ce que les collectivités avaient anticipé les nouvelles fréquentations? Est-ce que les fédérations étaient prêtes? Quelles sont vos attentes dans les 4 années à venir pour que ces Jeux soient réussis et qu'elles permettent de projeter les acteurs de montagne au-delà de 2030 vers 2040? Alors, si je peux me permettre de prendre la parole, je voudrais finir sur... Vous avez beaucoup insisté sur l'évolution un peu du modèle montagne. Aujourd'hui, chez nous, à l'USC, on évolue. On a aussi créé une commission du tourisme sportif. Ça fait partie de l'évolution et de l'avenir. Tourisme sportif en montagne, on ne peut pas être mieux adapté. Aujourd'hui, on peut pratiquer X activités qui sont liées à ce tourisme sportif. On a même d'ailleurs un congrès du tourisme sportif maintenant qui est à Mandelieu au mois d'octobre, où il y avait un programme d'ailleurs qui était très intéressant. Et ça fait partie de l'évolution. Ça fait partie d'une nouvelle tendance et qu'il faut prendre en compte et qui sera l'évolution de demain. Voilà, je voulais finir sur ce volet-là. Après, sur les JO 2030, aujourd'hui, nous, en tant que, je dirais, acteurs économiques et au niveau de l'USC, j'allais dire qu'il va se jouer en 3 temps. Il y a l'avant, ce qui est en ce moment, il y aura le pendant et il y aura l'après. Sur le pendant, nous, au niveau de l'USC, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est d'être
acteur dans notre modèle économique et de pouvoir avoir une capsule économique, même au niveau du COJOP, hein, parce que ça a du sens par rapport à toutes les entreprises qu'on a évoquées tout à l'heure. Et dans l'évolution de tout ce qui peut se faire aussi en investissement, je vais prendre un exemple. Nous, je vous ai parlé tout à l'heure du logement saisonnier, qui était une problématique pour nous. Donc obligatoirement, il va y avoir des programmes d'investissement pour du logement d'athlètes. Donc c'est de dire, réfléchissons ensemble pour se dire, l'après-jeu, demain, ces logements peuvent très bien être récupérés pour du logement saisonnier. Vous voyez, c'est un exemple. Après, il va y avoir le pendant. Donc ce qu'il faut savoir au niveau des jeux, c'est qu'il faut qu'on puisse communiquer positivement pour dire que nos actions sont accessibles. Pourquoi ? Parce qu'il y aura bien entendu les stations qui seront en site olympique, mais il y aura toutes les autres. Donc il faut vraiment qu'on ait un message extrêmement positif là-dessus pour dire qu'on sera là pour accueillir tous nos vacanciers, tous nos skieurs en 2030. Et je pense que c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à réfléchir et à travailler. Et après, je dirais, l'après, pour moi, c'est l'héritage. Et l'héritage, il est extrêmement important parce qu'il va y avoir différents volets d'investissement qui vont être faits. On parle de transport. Donc pour nous, le transport en site pop, avec tous les investissements qui vont pouvoir se faire sur des ascenseurs baléens ou sur d'autres aménagements comme ça sera très important parce que c'est aujourd'hui qu'ils se feront, ils ne se feront pas demain. Et tout cet héritage qui sera lié aussi sur un point qui est important au niveau des jeux, c'est la jeunesse. La jeunesse doit être impliquée et intégrée dans ce qui va se passer aujourd'hui parce que c'est comme dans ce qu'on voit dans le milieu sportif, quand il y a une Coupe du Monde, quand il y a des éléments, on voit l'année d'après l'effet de levier qu'il y a dans le licencié. Mais nous, ça va être la même chose. Si on est capable de pouvoir rebondir sur cette jeunesse, qu'on fera revenir skier en montagne, qui seront nos précurseurs de demain, on aura gagné. Merci Gaël, peut-être, parce qu'en plus, vous attendez des nouvelles épreuves sur les Jeux Alpes 2030. Alors effectivement, nous, il y a deux objectifs. D'abord, l'objectif sportif, puisque la fédération est présente sur 3 disciplines olympiques, 2 estivales, l'escalade et la para-escalade, et puis le ski alpinisme fait son entrée sur les Jeux d'hiver de Milano-Cortina en 2026. Effectivement, la fédération, avec l'ensemble des acteurs, et le COJOP notamment, porte effectivement la réinscription du ski alpinisme sur le projet Alpes 2030. Et en plus, y porter l'épreuve individuelle qui ne figure pas au programme de Milano, parce que l'épreuve individuelle est quand même l'essence de la discipline, où on va, là encore, parcourir nos beaux paysages de montagne et surtout projeter l'image de la haute montagne dans ce qu'elle est de plus beau. Donc ça, c'est l'enjeu sportif, avec effectivement aller chercher des médailles à la maison, c'est le Graal de tout athlète de haut niveau. Mais c'est aussi, comme il vient d'être dit, le développement ensuite de l'activité et au-delà du ski alpinisme, des activités de montagne, mais qui doit se faire avec l'ensemble des acteurs de manière concertée. Et donc là, effectivement, je rejoins aussi ce qui va être dit, c'est d'embarquer la jeunesse avec nous, parce que effectivement, c'est un des leviers de la réussite de ces Jeux. Et ceux-ci doivent s'inscrire dans un peu l'ADN, mais que nous partageons tous maintenant, c'est effectivement avec la vision de préserver le terrain de jeu qui nous est offert, parce qu'il est extrêmement fragile. Donc c'est aussi ce message qu'on veut faire passer à l'occasion de ce projet Alpes 2030. Yann, vous en avez parlé, comment les 2 précédentes éditions des Jeux, ah ben si, on est toujours dans les temps, 45. Allez voir derrière. Et donc vous avez parlé de l'effet de rebond qu'il y a eu. Là, malheureusement, en tout cas en termes de couverture presse, ça n'a pas très bien commencé. Donc vous avez un travail de pédagogie important à faire déjà tout de suite et dans les prochaines années. Et finalement, vous parliez d'un taux d'occupation à 100% des patinoires. Il y a un besoin de patinoires aujourd'hui en France. Oui, sur la communication, on va s'attacher avec les collègues ici présents, avec le ministère, avec le COJOP, avec la Solidéo, à essayer d'un petit peu mieux communiquer sur ce qui se fait de bien. Et on va parler quand même de performance en la matière, à la fois sportive, mais à la fois aussi énergétique dans nos équipements. Il faut vraiment qu'on rassure l'ensemble de la population sur ce que produit une patinoire, ce qu'elle pèse en termes de coût et ce qu'elle peut apporter, notamment en termes d'accessibilité. Sur les Jeux, évidemment, on va être porté par cette dynamique. Il est vrai qu'on voit à la télé tous les 4 ans des champions français qui performent sur les épreuves de patinage artistique.
On a vu ce week-end sur Stade 2, si vous avez eu la chance de voir 2 belles images d'un champion grenoblois qui a remporté le Grand Prix international aux États-Unis en patinage artistique. On a aussi un champion de patinage de vitesse, ce qui est rare quand même parce qu'on n'a pas d'anneau de vitesse en France. Il a battu le record du monde du 5000 mètres. Donc j'ai des motifs d'espoir sur les performances des athlètes, sur nos performances, nous, en tant qu'équipement. Et j'espère que cette dynamique va nous porter sur une accélération des rénovations d'équipements qui vont permettre d'accueillir le plus grand nombre à l'issue des Jeux, mais aussi pendant la période des Jeux, parce qu'il y aura une volonté de venir nous voir, nous visiter dans les équipements, et il faut qu'on soit prêt. Je passe à vous, Marie-Noëlle, et peut-être je fais le lien puisqu'on nous presse. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on va respecter les temps qui nous sont impartis. On parlait de la jeunesse, on le sait, aujourd'hui il y a un constat, on a un décrochage entre le collège et le lycée extrêmement fort, puis un décrochage encore plus fort au passage à l'âge adulte. Comment est-ce qu'on répond à cette problématique-là ? On parlait du paralympisme, ça a été une des grandes fiertés, ces Jeux de Paris qui ont montré une seule équipe de France. Aujourd'hui, il y a 1,4% des clubs qui sont en capacité d'accueillir du handisport. Et les clubs, c'est vous qui leur mettez à disposition les infrastructures. Donc vous, en tant qu'élu chargé du sport, quelles sont vos attentes? Comment vous allez l'utiliser comme levier? Alors, l'ensemble des infrastructures, effectivement, entre celles qui sont à charge des collectivités et celles qui sont du scolaire ou celles scolaires qui ont besoin de l'utilisation de celles des collectivités, on est en contact actuellement pour optimiser. Il y a certains territoires qui sont déjà complets et il y a certains territoires où il y a encore des possibilités. Voilà. Alors, malgré tout, on ne va pas faire du sport dans la nuit, a priori. Voilà. Donc, il va falloir qu'on soit intelligent. Et effectivement, la patinoire peut devenir aussi un nouveau centre, puisqu'on a vu que ça pouvait aussi être un centre d'hiver et un centre aussi multifonction. Je voulais juste revenir, si vous me le permettez, sur les Jeux, la dynamique attendue. Bien sûr, on attend que les installations soient au niveau, et on sait qu'elles le sont presque, pour cet objectif. Bien sûr, on attend des médailles qui vont donner des étoiles à des jeunes et donc peut-être faire qu'ils aient envie de rester dans l'activité par rapport à votre évocation. Et on attend aussi que l'ensemble des territoires, au-delà du territoire de montagne, soient embarqués. Comme je dis toujours, lorsqu'il y a eu les Jeux de Paris, la vague de Teahupo'o, tout le monde en a rêvé. On a tous dit, bah ça c'est en France, quoi. Et quelque part, c'était pas chez la plupart d'entre nous. Et là, il faut absolument qu'on réussisse, que les Jeux d'hiver soient ceux, pas uniquement des Alpes, pas uniquement de la montagne, mais de l'ensemble des territoires. Et comment on va faire ça? Avec les patinoires. On va faire des échanges, on va faire les classes de montagne, les classes de ski, même de campagne, de territoires plus ruraux. Et c'est avec ces échanges-là et le fait de venir, de se rendre compte qu'on va pouvoir embarquer tout le monde et dire bah, chez nous c'est top, nous on est à la ville mais on a été là et c'est super, et etc. Voilà, je pense que c'est à charge des collectivités, cette dynamique, c'est ça qu'on doit construire. Lors des Jeux de 24, on a mis ensemble avec le COJO des livrets, des actions dans les territoires pour les mobiliser et pour les mettre en valeur. Il faut qu'on poursuive ça encore plus sur la montagne, parce que la montagne, c'est comme la vague, c'est chez nous, au sens large. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre pour votre participation. Je vous demande de les applaudir. Et tout le monde se met en ordre de marche. Les défis auxquels la montagne est confrontée, c'est les défis de toute la nation. Et les solutions demandent à ce qu'on mutualise et à faire ensemble. Donc appelons à plus de collectifs et à marcher tous dans le même sens. Merci à toutes et tous.